Ok, juste étudiant, nous allons continuer toujours sur notre séance de conception de temps de base de données. Est-ce que sur le dossier de base, notre logiciel est vraiment d'éviter tout le domicile, mais on n'a pas le choix de l'employeur. Si vous êtes en ligne, vous m'attendez, vous me suivez, c'est déjà bon. Mais avant de continuer le cours, je voulais savoir s'il y a des questions. Vous avez pris le temps de réviser. Si vous avez des questions, avant qu'on continue. S'il n'y a pas de questions, nous allons continuer dans le but de finir un petit peu tôt et puis vous laisser le temps de commencer déjà à travailler. Parce que dimanche n'est pas long. Dimanche est déjà arrivé. Les activités que vous devez faire. Et une fois que la plateforme est fermée, je ne vois pas d'activité familiale. Je ne vois pas d'activité familiale. La seule chose que je recevoir parmi c'est le concours. Donc, toutes les activités, là, vous prenez le compte de feu pour m'envoyer les activités. Donc, c'est mieux si on finit tôt de vous concentrer déjà. Vous avez déjà fini vos boulot, de vous concentrer pour commencer à travailler. Il n'y a pas de questions? C'est bon, tout est clair d'ici là. Non, aujourd'hui, nous allons attaquer la dernière partie, disons, des contrôles d'intégrité. On va chercher à comprendre ce que les contrôles d'intégrité et puis, bon, normalement, les implémenter dans le système. En définition, le contrôle d'intégrité, c'est une propriété aux règles qui doivent satisfaire les données de la base pour être considérées comme correctes, c'est-à-dire sans ambiguïté ni incohérence. La base de données est dite interne ou cohérente si ces contrôles d'intégrité sont satisfaits. De la manière la définition. Un exemple à la tête. Supposons que tu dois constituer la base de données de, comment on appelle ça? Un service administratif, par exemple. Et peut-être dans cette base de données, tu dois pouvoir. On va laisser l'administration parler de mal à donner maintenant. Je prends par exemple la base de données d'un système hospitalier. Par exemple, à l'hôpital, on peut constituer une base de données d'un service particulier, par exemple, odontologie, et donc, on veut savoir, par exemple, dans cette base de données, il y a une fonction qui permet de savoir quels sont les clients qui viennent à la consultation et quels sont les médecins qui reçoivent des malades. Et puis, quelles sont les heures à laquelle ces malades passent, normalement, qui sont enregistrées ou bien reçues par le médecin. Ici, selon vous, quelle contrainte d'intégrité qui peut venir dans votre esprit qu'on peut poser pour ne pas qu'il y ait une ambiguïté ou bien qu'il y ait une incohérence si on va créer une base de données, par exemple, entre le médecin qui reçoit les malades et puis les malades. Le médecin doit recevoir les malades pour les consulter normalement. Quelle contrainte d'intégrité que les malades doivent se faire consulter par le médecin. Donc, vous voyez la relation de guerre. Quelle contrainte d'intégrité normalement on peut mettre la preuve que dans cette base de données, une incohérence puisse se poser. Oui, pas pour le oui, je ne veux pas connaître ce que madame avait donné quelque chose. Oui, voilà, quelque chose de cohérent. On ne peut pas créer une ambiguïté. On a la base de données des médecins, ou même du médecin. On a pas la base de données, une classe qui définit le médecin, et puis on a une classe qui définit les malades. Et le médecin doit consulter les malades. Les malades doivent se faire consulter par le médecin, par ce médecin-là. Quelle contrainte d'ambiguïté, par exemple, quelle contrainte d'intégrité, par exemple, peut se mettre là, de sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté ni d'incohérence. On doit créer, si la base de données est créée, on doit pouvoir la consulter. Oui, on dit que la consultation doit se faire par rendez-vous. Par rendez-vous, oui. Bah, je l'ai. Bonjour. Bonjour. Pourquoi vous me regardez? Est-ce que vous avez toujours vous appelez maintenant? Comment tu vas, collègue? Ah, Yako. Ça veut tout dire. Ah, tu vois ça. Depuis semestre passé, là, je viens là, on n'a pas l'occasion de se connaître. C'est la commission, non? La commission. Là, je viens de rencontrer le professeur. Donc, il vient nous proposer les dates pour la première activité. Ah, là, ça serait intéressant.
C'est lui qui est le responsable de la sécurité. Ah, c'est pourquoi depuis d'accord. Donc, Ce matin, j'étais avec lui. Oui. J'ai dû en parler, il m'a dit qu'il n'a pas encore eu la levée, mais il n'a pas encore vu le responsable. Il ne sait pas, j'ai à savoir qui c'est. D'accord. D'accord, c'est compris. Donc, disons, différents dates seront proposées, puis. Collègues, différents dates seront proposées, puis le chef va décider. n'a pas compris le sujet, c'est vous qui avez compris le français. Il arrive là, c'est ça que j'avais dit, le premier de plus longtemps. Parce qu'on a souhaité que ce soit fait avant que les gens n'aillent pas. Voilà, parce que si on entraîne après le bac, c'est vacances. Ouais. D'accord. C'est compris. Donc, j'attends le retour. Il arrive. Il arrive, d'accord, donc à tout à l'heure. Moi, je suis là, l'UVCI là. D'accord, c'est comme donc si vous voyez mais je vais. Les ici, si vous ne voulez pas qu'on entre dans les aujourd'hui. Viens dans son cœur, c'est tout. On dit au revoir que vous l'avez là. Il dit le matin, moi, il finit mon coup d'abord. On a dit que la pourrait couper les tours. Donc, ceux qui ont vu le message du directeur, ils viendront pas, non, si, moi-même j'ai vu. Mais comme on nous avait donné l'autre salle, la salle de Aguirre, la salle annexe, et tout à l'heure, les étudiants disent escaliers. Il y a quelle communauté là-bas? Ah oui, il y a la salle annexe là. Je suis jamais entrée dans cette salle-là même pour voir s'il y a vraiment une commodité. Je sais que peut-être pas mal de tables seulement. Je ne sais pas si tout est vraiment installé comme si. Quand ceux qui viennent. Non, je ne crois pas. Maintenant, ceux qui ne veulent pas venir, qui attendent qu'on arrive dans la moyenne, Oui. Les amis vont arriver. Emmanuel, c'est lui que moi j'ai l'impression parce que ça dessert la qualité de l'enseignement actuel. Les étudiants ne sont pas parfois se mettre dans les il ne vient pas au cours, il ne suit pas à distance. Quand je pose la vidéo, il n'a même pas le temps de les regarder. Donc, c'est bon appétit alors. D'accord, merci donc à tout à l'heure. Et quand je vais finir avant de arriver chez Chabot. C'est quoi, base de données? Oui, base de données. J'espère qu'ils vont faire de beaux modèles conceptuels. Non, d'abord des modèles logiques. Logique d'abord, en tout cas, avant d'aller vers l'implémentation. Bonjour, comment ça va? J'ai vu que tu l'as donné deux dates. Elle a fait sa bouche. Tu as vu ça? Ok, quelles sont les deux dates? 29-30. 29-30 de ce mois-là. C'est quoi ta compte? 2 jours de suite, quoi. Non, il dit soit le 29, soit le 30. Mais il n'a pas encore précisé. On a dit, oui. On voulait savoir que le procès n'est pas tout. Oui. Mais ça serait ce jour. Oui, c'est ça suffit. De sensibilisation. Oh, c'est pour la sensibilisation. Ah, d'accord, c'est compris. Mais qui va se charger? On n'a pas compris. Mais qui va faire la sensibilisation? Professeur Wo. Oui, c'est lui qui est le responsable. C'est lui le responsable de la cellule de qualité. Ah, c'est bon, c'est bon. Ok, non, parce c'est bon. qu'il dit qu'il veut nous accompagner aussi dans l'évaluation. L'auto-évaluation. Non, ça c'est intéressant. D'accord, c'est compris. D'accord. D'accord. Attention à toi. Qu'est-ce que je fais? Ok, donc on continue, c'était juste une parenthèse. Comme je disais, les emplois, pardonnez, on revient à notre exemple. Oui. Il y a un qui est chose. C'est bien dans tout ce qu'on a dit dans notre enregistrement. Merci pour le me rappeler. C'est bien dans ce vous pouvez compléter. Oui, un rendez-vous. Voilà. Lui, il a parlé d'un rendez-vous. Ensuite, qu'est-ce qui peut créer une ambiguïté ici? Lui, il a parlé d'un rendez-vous. Mais est-ce que le médecin, je vais vous aider, est-ce que le médecin peut recevoir successivement 2 malades? Non. Il ne peut pas recevoir 2 malades. Donc, comme il a dit, il faut un rendez-vous. Il faut un rendez-vous par malade. Et le rendez-vous doit être géré à l'heure. De sorte qu'il n'y a pas des, comment on appelle ça, deux malades qui sont le même jour de rendez-vous, c'est exact, mais même heure de rendez-vous en même temps. Même temps. Il faut éviter cela. Donc, ça veut dire, ici, la contrainte qui va rentrer, on appelle ça la contrainte qui se pose, c'est le temps, c'est-à-dire l'heure. L'heure du rendez-vous est important. Pour que dans le carnet du médecin, il n'y ait pas une ambiguïté.
Donc, voici. On peut aussi exiger par ordre d'arrivée pour éviter Non, là est mieux, parce que par ordre d'arrivée, il peut avoir que les deux malades arrivent en même temps. Comment il va les recevoir? L'heure va définir l'ordre d'arrivée. Oui, même c'est effectivement, l'heure va définir l'ordre d'arrivée, effectivement. Et puis même si les deux arrivent en même temps, mais avant qu'il n'est pas chez le médecin, soit il faut se reçu par chez l'infirmier et autres. Donc, du coup, l'enregistrement sera fait de sorte que l'infirmier ne puisse pas enregistrer deux malades en même temps pour consulter le médecin. Vous voyez, non? Donc, ici, déjà, là, une contrainte d'intégrité pour pouvoir empêcher une ambiguïté au niveau de la base de données ou une incohérence de temps. Ça, c'est une exemple que j'ai donné. Ça va? Donc, ici, un exemple, dans le cas du coup, ici, on distingue deux types de contraintes. On a les contraintes d'intégrité qui sont dites statiques et puis des contraintes d'intégrité qui sont dites dynamiques. Les contraintes d'intégrité statiques sont des propriétés qui doivent être vérifiées régulièrement. Et par contre, les contraintes d'intégrité dynamique, ce sont des propriétés que doivent respecter tout changement d'état de la base de données. Elles définissent les séquences possibles et changements d'état. Ici, comme un exemple de contrainte d'intégrité, comme son mot le dit dynamique, c'est-à-dire qu'il est en mouvement, qui change, qui est en mouvement effectivement. Par exemple, le salaire d'un employé ne peut qu'augmenter. C'est-à-dire, si tu constitues une base de données dans laquelle, dans ta base de données, c'est-à-dire que tu tiens compte des avancements de salaire, c'est-à-dire que dans cette base de données, le salaire d'un employé qui se trouve dans cette base de données ne peut pas décroître. Il ne peut qu'augmenter. Puisque dans ta base de données, c'est une base de données dans laquelle tu as fait, on parle d'avancement des salaires. Ou bien de, on appelle ça, féliciter les employés, il y a une augmentation des salaires qui se fait. Il n'y a pas la base, on n'a pas mis une contrainte que pour un travailleur qui ne vient pas au travail, il y a eu des absences, quelque chose comme ça, son salaire est réduit. Il n'y a pas quelque chose comme ça qui est réduit. Donc, du coup, dans ta base de données, le salaire ne peut qu'augmenter, c'est-à-dire le salaire original il est là, et puis le salaire ne peut qu'augmenter. Pour un employé qui travaille très bien, mais qui ne peut pas le croître. En résumé, il faut retenir que trois catégories de contraintes d'intégrité structurelle sont très importantes dans le modèle relationnel. Dans le modèle relationnel, nous avons trois catégories de contraintes d'intégrité. On a les contraintes d'unicité, on a les contraintes de domaine et puis les contraintes d'intégrité référentielle. Pour faire les contraintes d'unicité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire chaque table possède une clé d'identification qui en identifie les types de manière unique. Ça, nous avons vu ça dans l'explication. Quand on définit une clé d'identification, ça veut dire primaire. Cette clé primaire définit toutes les informations concernant, on appelle ça le tuple. Le tuple, c'est toutes les informations de façon linéaire, horizontale. Parce que lorsqu'on place les différentes informations, les différents attributs constituent des colonnes. Donc, quand on prend par exemple la classe des étudiants, tous les différents attributs qui rentrent dans le cadre de la classe d'étudiants constituent déjà des colonnes. Donc, si on va avoir une information sur l'étudiant IAO, lorsqu'on clique sur la colonne matricule, on recense le numéro de l'étudiant IAO, vous allez voir que toutes les informations concernant le nom, son prénom, sa date de naissance, son numéro de contact, tout va s'afficher en même temps. Donc, déjà, ça, c'est une contrainte d'identité. Et cette contrainte, ça veut dire que quand on a une base de données, il est important de préciser toujours la clé d'identification. On a les contraintes de domaine. Prenez par contrainte quelque chose qui est mis en place pour une bonne gestion de la base de données. Quelque chose qui est mis en place pour pouvoir empêcher les ambiguïtés et les incohérences.
Voilà pourquoi dans chaque classe d'identité, il est toujours important de définir qui est la clé première, de spécifier déjà. Parce que quand tu ne spécifies pas, soit si tu travailles sur une machine, la machine t'impose. Elle va t'imposer une clé. Mais pour ne pas créer des ambiguïtés, mais si ce n'est pas sur une machine, tu es en train de faire un travail de façon manuelle, sur un document et autre que tu ne précises pas la clé. À la longue, tu auras des problèmes parce que tu n'as pas spécifié. Il y a aussi des machines, pendant que tu es en train de travailler, ils te posent déjà la question qui est clé primaire dans ton élément pour que tu puisses désigner soit j'utilise tel élément, telle entité comme clé primaire. On a les contrats de domaine. Les valeurs possibles d'un attribut sont restreintes à un ensemble de valeurs prédéfinies. Par exemple, l'attribut nom du schéma étudiant, comprenez ici le schéma étudiant comme ici la table étudiant ou le schéma étudiant, la classe d'entité. L'attribut nom du schéma étudiant est contraint à être une chaîne de caractères de longueur de cycle. C'est-à-dire, dans le dictionnaire de données, quand je vous avais dit que pour le dictionnaire de données, il faut définir les caractères, par exemple. Donc, du coup, quand tu prends pour ta classe étudiant, par exemple, et que, comme contraint de sécurité, il y a les caractères qui doivent rentrer. Dans tout, par exemple, dans l'information de ta classe étudiante, doit avoir un caractère d'intégrer. C'est-à-dire le nom, le prénom, par exemple, le matricule, le autre. Les caractères ne doivent pas laisser au-delà de l'essai. Ça, c'est un exemple de contrainte. Donc, disons, dans le dictionnaire de données, ce qu'on définit au niveau des types de données, parce qu'il y a les données puis les types de données, on constitue déjà des contraintes même qui rentrent dans ta base de données. Une bonne gestion de cette partie. On a les contraintes d'intégrité référentielle, c'est-à-dire quoi? Chaque valeur d'une clé étrangère doit exister comme valeur de la clé d'identification dans la table référentielle. C'est-à-dire quand tu as une table, par exemple, quand tu prends la classe étudiant, on appelle ça la clé, chaque valeur d'une clé étrangère doit exister comme valeur de clé d'identification. Par exemple, quand je prends le cas de, comment on appelle ça? Classe étudiante, puis classe scolarité, la clé étrangère, par exemple, oui, scolarité, la clé étrangère, code d'agent qui est venu au niveau de la classe d'entité étudiante, là, elle constitue obligatoirement une clé étrangère. Elle ne peut pas définir, elle ne peut pas tout d'un coup venir dans la classe étudiante pour être clé primaire, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Elle vient dans la classe étudiante, mais elle est clé étrangère à cette classe. Et dans la classe étudiante, on a la clé primaire qui est là. Un des avantages de base de données est la possibilité d'intégrer des contraintes que doivent vérifier les données à tout instant. Donc, comme je disais, il est important de pouvoir intégrer des contraintes qui puissent vérifier chaque fois tes données à tout instant. Par exemple, si tu as mis dans tes contraintes dans la construction de ta base de données, ça peut par exemple les contraintes temps. C'est-à-dire, le médecin ne peut consulter qu'un étudiant ou bien consulter un malade à un temps précis. C'est-à-dire que même si les deux malades sont arrivés en même temps, à condition, ils sont arrivés en même temps, même s'ils font partie de la même famille, mais peut-être c'est un qui accompagne l'autre, mais pas forcément les deux malades. Si les deux malades sont arrivés en même temps, le médecin ne peut recevoir qu'à tour de rôle chaque malade. Il ne peut pas recevoir les deux malades en même temps. Même s'il reçoit les deux malades en même temps dans son bureau, il ne va pas consulter les deux en même temps. Forcément, il va s'adresser à un et ensuite il va s'adresser à l'autre. On suppose le cas, par exemple, d'un couple où les deux sont malades, où il faut les consulter, il ne va pas consulter les deux couples en même temps. Il va prendre la dame d'abord, finir avec elle, prendre son mari. Et après, s'il faut faire un croisement, parce que c'est une maladie qui concerne les deux, il cherche un croisement pour comprendre quel est le problème. Et dans un premier temps, quoi qu'il en soit, un malade est consulté uniquement par le médecin à un temps précis. Ici, je vais donner des temps. On soit poser les contraintes suivantes. Chaque étudiant inscrit doit avoir obligatoirement son année de naissance supérieure. Ça, c'est dans le cas, par exemple, de l'exemple de l'ENS que je donne. Par exemple, on peut se donner une contrainte. Par exemple, chaque étudiant qui est inscrit doit avoir obligatoirement une année supérieure à 1960. Ou quand on offre les concours, il y a des critères d'âge. Donc, il y a un niveau d'âge qu'on place. Par exemple, on construit une base de données. On va tenir compte de ces critères d'âge qui est posé là. C'est-à-dire les candidats à un certain âge ne doivent pas présenter. On suppose que ça doit être à partir de 18 ans.
jusqu'à 25 ans, moins de 18 ans, tu ne peux pas te mettre dans la base de données. Même si l'année où on a lancé le concours, tu vas avoir tes 18 ans, tant que le jour n'est pas arrivé, tu ne peux pas rentrer dans le fichier. Et si tu as eu la chance que le concours est lancé, de sorte que le jour où tu as tes 18 ans, même étant, tu peux t'inscrire au concours, tant mieux. Sinon, tant que tu n'as pas tes 18 ans, tu ne peux pas rentrer. Une fois que tu as dépassé l'âge de 25 ans, si c'est dans l'année où tu vas avoir tes 25 ans, et plus dur que le concours se passe avant même à la fin de tes 25 ans, parce que si le concours s'est fait, la date est mise après que tu as eu, soit tu as dépassé tes 25 ans, et que tu rentres dans ta 26e année, déjà tu n'es plus concerné. Voyez, donc ce sont des contraintes déjà, ça ce sont des exemples de contraintes que j'ai données. Et ces contraintes rentrent forcément dans, on appelle ça, dans la construction d'une base de données. Même que ça soit une base de données de la gestion, par exemple, de l'électricité au niveau de la CIE, la distribution de l'électricité au niveau de la CIE, que ce soit une base de données concernant la distribution des différents secteurs d'eau au niveau d'une population. Il y a des choses qui sont spécifiques. La clé peut constituer une contrainte, comme on le disait. Ne voyez pas le côté contrainte comme quelque chose de négatif. Pas quelque chose de négatif. Voilà. On ne voyait pas ce côté-là. La clé peut constituer une contrainte. Le premier type de contrainte d'intégrité traité par un système de gestion de base de données permet de vérifier la présence de la clé unique de chaque table de données, de chacune des tables. C'est-à-dire que la clé est nécessaire pour chaque table. N'importe quelle table, tu dois pouvoir trouver une clé pour lui donner. La clé primaire, quand on dit la clé, on peut parler de la clé primaire. Il y a une clé étrangère qui veut s'ajouter. Une clé aussi. Une clé primaire doit être présente pour chaque enregistrement. C'est-à-dire que ça montre déjà son importance. Elle doit être unique. Et aucun de ces constructeurs ne peut être nul, comme on a eu à le dire au début. La clé peut être nulle, même si on porte la valeur 0. Ça ne veut pas dire la valeur nulle. Quand je dis la valeur 0, c'est-à-dire que c'est le code 0. C'est-à-dire que c'est le nom de code. Si tu as écrit 0, il faut signifier que c'est le code 0. Sinon, la machine va te dire, mais moi, je ne peux pas recevoir cela parce que je ne peux pas recevoir cela parce que, comme on appelle ça, ta clé a une valeur 0. Forcément, la machine va se planter parce que tu dis, non, moi, je ne reconnais pas ce que tu dis. Mais si tu dis, non, la valeur, le 0 qui est écrit, c'est le code 0 que j'ai écrit. Par exemple, dans numérotation, tu commences par 0, 1, 2, 3, c'est un code. Là, la machine reconnaît, mais il faut pouvoir le lui dire. C'est bon? Toujours dans les contraintes de la clé, une clé primaire peut être constituée de plusieurs colonnes. Si la clé est omise, si elle est à la valeur nulle ou si elle a déjà été saisie pour un autre enregistrement de la table, une anomalie de la clé est tout de suite déclenchée. Comme tout à l'heure, je le disais, c'est-à-dire dans l'établissement des relations mais de tâches, supposons que tu oublies une clé, supposons que ta clé a une valeur nulle, supposons qu'elle a déjà été saisie, supposons qu'il y a une anomalie, automatiquement, la machine va te dire qu'il y a un problème. Voyez, comme on dit, une clé primaire peut constituer de plusieurs colonnes. Donc, un exemple simple que je peux prendre avec vous. Si je prends par exemple le matricule, un exemple, si je prends la clé primaire comme matricule, et puis dans ce matricule, bien que j'ai pris la clé primaire comme par exemple le matricule, je peux dire que dans ce matricule, sur ce matricule, soit par exemple, je peux mettre les colonnes code et puis colonne 4, par exemple, c'est le CENI de la personne ou bien la carte étudiante de la personne. Donc, du coup, le matricule en lui-même constitue la clé. Et puis, sous le matricule, il y a deux colonnes que je peux positionner, c'est-à-dire le code, plus la carte d'étudiant, c'est-à-dire en plus du matricule de l'étudiant que j'ai, automatiquement, je lui attribue un code et je lui attribue aussi sa carte nationale, sa carte d'étudiant. Et il faut reconnaître, ce qui est important de retenir, c'est que les contraintes d'intégrité sont exécutées à chaque mise à jour de la base de données. C'est-à-dire à jour, quand on veut dire la mise à jour de la base de données consiste à quoi? Soit des ajouts, des suppressions ou des modifications d'un tube. Comprenez le tube toujours l'horizontal. L'horizontal, c'est parce que l'horizontal te permet de donner toutes les informations concernant l'individu. C'est l'horizontal.
chaque élément de l'horizontale constitue une colonne et chaque colonne constitue une entité déjà dans ta classe. Donc, les contraintes d'intégrité sont exécutées à chaque mise à jour de la base de données, c'est-à-dire s'il y a ajout, suppression ou modification d'outils. Si lors d'une mise à jour, une contrainte n'est pas satisfaite, cette mise à jour ne peut se faire. Par exemple, quand tu veux faire une mise à jour dans ta base de données, et toi-même tu as dit dans ta base de données, tu ne ressens par exemple, quand le cas de l'ENS, ne peuvent s'inscrire que les étudiants qui sont nés à partir de l'année 1979. Et il y a des mises à jour par exemple que tu dois faire dans ta base de données. Cette mise à jour, du coup, la contrainte qui est là doit toujours être, on appelle ça, vérifiée. Tu dois toujours pouvoir répondre à ce qui est là. Par exemple, s'il y a un étudiant qui vient, un nouveau étudiant qui vient s'inscrire, à la contrainte d'intégrité qui est, qu'on appelle ça, c'est une mise à jour, parce que c'est une modification de ta base, c'est une mise à jour. Et du coup, la date 1979 doit aussi concerner l'étudiant qui vient. Si tu ne tiens pas compte de cette date-là, automatiquement, quand tu vas renseigner toutes les informations concernant l'étudiant, au moment de poser la question pour une implémentation de ton système, tu vas voir qu'il y a un blocage. Et tu vas voir que le blocage se trouve soit, par exemple, au niveau de la contrainte. Tu n'as pas utilisé la contrainte, tu as appliqué aux autres étudiants, tu n'as pas appliqué au nouveau étudiant que tu formes. Donc, du coup, le problème se pose. C'est comme je disais, l'exemple d'un concours où on dit jusqu'à 25 ans. Toi, tu es né en mai, le concours est lancé en octobre. C'est-à-dire qu'en mai, tu as tes 25 ans. Après mai, tu es dans la fourchette de 26 ans. Donc, ça dit une fois que tu es en chose août, septembre et autres, tu es censé ne plus pouvoir être dans la base de données. Donc, c'est-à-dire si tu n'as pas eu la chance que peut-être le concours est lancé et que toi, tu as été inscrit au moment où tu avais peut-être tes 25 ans, mais le concours exige forcément les gens de 26 ans. Normalement, une fois que tu dépasses, tu dois pouvoir sortir. Tu dois pouvoir que tu ne respectes plus les critères. Si tu restes dans le fichier, tu vas poser les données. Tu restes dans le fichier, tu vas poser un bug de système. Donc, le système doit pouvoir signaler pour dire il y a un étudiant qui a dépassé ses 25 ans. Donc, il ne doit plus être dans le système pour qu'on enlève. Par exemple, si on constitue une base de données pour les logements à l'université concernant les étudiants, le groupe peut constituer une base de logements des étudiants. Et dans ta base de données, soit il y a un certain nombre d'années qu'il faut faire au niveau des chambres. Soit on suppose que de la première année, l'année, on suppose que la licence fait 3 ans, la licence fait 2 ans, c'est ça, non? Il lui faut, disons, 7 ans. Donc, on dit donc peut-être une fourchette de 8 ans. On se dit si jamais je prends une classe. Et là, on constitue la base de données, donc on met comme contrainte de qualité strictement, qu'on appelle ça. Non, inférieur ou égal à 8. Inférieur comme contrainte d'intégrité inférieur ou égal à 8, c'est-à-dire le nombre d'années que l'étudiant doit faire en cité. C'est-à-dire que si tu as été un étudiant brillant, toi tu fais tes 7 ans, mais tu peux faire moins de 7 ans. Si on suppose qu'après ta licence, ouais, qu'est-ce que je disais? Non, 3 ans plus de vie. Ça fait 5 ans, pas donné. C'est 5 ans, voilà. On met inférieur ou égal à 5. À 5. À 6, pardon. On met une année encore de plus pour faire si l'étudiant jamais reprend une classe. Donc, si on met inférieur ou égal à 6, c'est-à-dire l'étudiant a droit à une chambre en cité durant ces 6 années. S'il a fini plus tôt, c'est-à-dire s'il a fini en 4 ans, si lui-même ne choisit pas de quitter la cité, le système ne le voit pas comme un étudiant qui doit sortir de la cité. Il peut toujours rester en cité et puis peut-être aller faire des formations ailleurs et puis venir se coucher. Mais une fois que les 6 ans sont passés, automatiquement le système doit être en mesure de signaler au gestionnaire pour dire qu'il y a un étudiant qui n'a plus droit à une chambre en cité. Automatiquement, ça affiche le nom de l'étudiant, ça affiche le nombre d'années qu'il a déjà passé en cité. Donc, du coup, le système le fait sortir. Et simplement, c'est plus facile de pouvoir mettre la main sur cet étudiant et puis le faire sortir. Alors que dans le passé, je ne sais pas si ça continue toujours ce même problème. Dans le passé, il y a des étudiants qui peuvent faire des années en cité, même après avoir fini le système, fini l'année scolaire, ou bien soit ils interrompent l'année scolaire, ils ont dépassé, peut-être qu'il faut faire les 6 ans, ils ont dépassé les 6 ans, 10 ans, 15 ans, il est toujours dans cette université, il a sa famille, il a sa femme, ses enfants. En notre temps, ça existait. En notre temps, vraiment, il y avait des couples dans la cité. Ça existe, moi,
je me suis dit que c'est arrêté. Non, il y a le côté cité des parents. Là, ça, c'est normal. Parce qu'il y a d'autres qui peuvent aller à l'école et qui peuvent être en cours. Mais il est toujours dans ces années. Je parle par exemple de ceux qui dépassent le quota d'années qui vont continuer à rester. On met une chambre de cité universitaire, par exemple, pour 5 ans. C'est-à-dire après la maîtrise, il faut quitter la cité, on suppose. Après la maîtrise, l'étudiant peut prendre son diplôme pour aller travailler. Mais après la maîtrise, si seulement si tu restes en cité, si tu fais un bac, un doctorat, là, ça c'est un autre cas. Mais si tu ne fais pas de doctorat, tu ne fais pas un doctorat, tu vas finir la maîtrise. Donc, tu vas laisser la place à quelqu'un qui fait. Mais il y a d'autres qui sont dedans et qui vont faire plus de 10 ans. C'est-à-dire, là, devient comme un logement pour lui, il va travailler et il vient dormir. Sachant que des étudiants qui ont droit à cette chambre ne peuvent pas dormir. C'est difficile de contrôler cela. Même si le cours sait certaines choses, mais ils ont du mal à mettre sur ce système-là. Parce que le système n'est pas en place pour une bonne gestion. Alors que s'il y a un système qui est mis en place pour une très bonne gestion, automatiquement, cet étudiant ne peut pas se camoufler dans la masse des étudiants. Cette personne, au moins, ne peut pas se camoufler dans la masse des étudiants. Automatiquement, le système va signaler que cet étudiant X doit pouvoir sortir de la cité parce qu'il a fini ces années qu'il doit passer dans l'université. Que tu veux ou tu ne veux pas, tu vas sortir de la cité. Parce que le système te fait. Mais si on n'a pas, on ne peut même pas vérifier cela. Oui, on peut mettre en place cela. Bien sûr, on peut mettre en place cela. Mais il faudrait que la PCI accepte. Ça, c'est une vérité, c'est là. Il faudrait que votre PCI accepte. Il faudrait aussi que le cours aussi accepte. Parce qu'il y a un système qui est entre ces deux individus-là. Je les appelle des individus, je représente sur la PCI par un individu. Le cours par un individu. C'est ce qui se passe entre les deux individus, la personne de ce individu. Donc, il faudrait que les deux individus-là acceptent la mise en place de ce système. Une fois que ce système a mis en place, vous allez voir que le problème de logement, c'était ne se posera plus. Même s'il y a des couples qui sont mariés et qui étudient, il y a un quota, il y a un certain nombre d'années que tu dois passer en cité universitaire. Après ce temps, tu dois automatiquement sortir. Ça allait faciliter les choses. C'est-à-dire que chaque année, avant même qu'on parle des nouvelles recrues en cité universitaire, il s'est dressé par rapport à ceux qui doivent sortir de la cité universitaire. C'est automatique, il n'y a pas de débat de ça. Et là, pour que ce système comme ça soit mis en place, il faut la coopération de la PCI, il faut la coopération aussi du coup. Le problème se trouve dans ces deux entités. Non, les étudiants, ils n'ont pas de problème. Les étudiants n'ont pas de problème. Mais quand je parle de la PCI, c'est-à-dire la PCI, c'est bras droit qui sont dans les cités et qui n'est pas prêt pour que ces personnes-là se quittent. La PCI aussi à ces personnes qui placent, c'est-à-dire c'est filleul, c'est ce que je peux dire qu'ils placent. Et il n'est pas prêt que ces filleul-là quittent. Donc c'est un bras de fer. Il peut y avoir un système de bonbons entre la PCI et puis le cours. C'est-à-dire que je vous donne un certain nombre de places, vous positionnez des gens, mais il y a un montant que vous devrez me baisser. La preuve en est, le prix des chambres en cité, c'est parce que le prix n'est pas cohérent. D'autres payent peut-être le prix normal, mais il y a d'autres qui n'ont pas cette chance de payer le prix normal. Il y a une année où je me suis amusée, il y avait une étudiante qui est venue me voir dire qu'il a été pour faire une chambre en cité. J'ai dit, ok, j'allais voir pendant qu'elle me dit que je pouvais quand même l'aider. On me dit non. Au moment où je voulais voir le problème de place de résidence, on me dit non, il faut forcément passer par la PCI. Même s'il y a un problème, on en met toujours la personne qui. Je dis non, je ne voudrais pas passer par la PCI, je voudrais que ça soit de façon normale. Il y a un des étudiants qui vient qui me dit maintenant, si vous voulez chambre, je suis prête à vous donner chambre, voici la chambre, ça dit que la chambre va coûter 30 000 francs de mois. Et je demande pourquoi la chambre va coûter 30 000 francs de mois. Quel est le prix normal de la chambre? Quel est le prix normal de la chambre? 6 000. Alors, quand c'était 3 000. Maintenant, 6 000, c'était normalement quand c'était chambre individuelle. Donc, ça dit aujourd'hui, c'était la chambre individuelle à 10 000. 12 000. Alors, quand c'était la chambre seule qui était 3 000 et la chambre individuelle qui était 6 000. Donc, il m'a dit, mais la chambre normale de l'étudiant, si je suppose que c'est le cas avec sa chambre, c'est 6 000. Pourquoi 30 000? Il dit non, c'est comme ça, après on va laisser parce que c'est le système. C'est le système. Avec quel privilège, avec quel droit cet étudiant va pouvoir venir mettre un tel système en place s'il n'a pas un lien quelque part? Avec quel droit? Toi, tu as la précision avec quel droit, toi, en tant qu'étudiant, on t'a donné une chambre. Et puis, cette chambre-là, tu donnes à quelqu'un à 30 000. Pourquoi? Tu es devenu propriétaire de terrain ou bien propriétaire de maison. Pour que les étudiants soient des locataires, pour que tu puisses
Normalement, on va construire ta maison. Mais cela est permis parce que s'il n'y a pas un système qui est mis en place et il n'y a pas de rigueur, je suis désolée, mais il n'y a pas de rigueur. Ce que je viens de dire là, ce n'est pas quelque chose qui est difficile. L'année passée, un étudiant qui s'est amusé à mettre le système en place. Ce n'est pas quelque chose qui est difficile, c'est faisable, c'est applicable. Mais même si tu as fait un truc, tu as mis un système comme ça, on a bien géré tout, tu vas déposer au service du tout. On te dit merci pour ce que tu nous as envoyé. Ils vont regarder dès que tu quittes, ça y est dans le tiroir. Tu ne fais pas attention si un des PC s'assure que tu as fait un truc comme ça, tu ne fais pas attention, tu as quitté ta chambre. Non, bon, c'est toi qui as venu me dire ça dans notre activité. En Europe, quand les étudiants sont en chambre, ce problème ne se pose même pas. C'est-à-dire, quand tu arrives, tu ne luttes pas pour avoir une chambre en cité. Tu ne luttes pas. C'est simple. On dit, qui va aller en cité? C'est toi qui décides d'aller en cité, tu vas t'inscrire sur la liste des étudiants qui doivent aller en cité. Oui. Et automatiquement, on te dit, non, soit pour ce semestre d'été, tu n'auras pas une chambre en cité parce qu'il n'y a pas de place, parce que tu es arrivé, soit en semestre d'été, donc tu n'as pas de chambre. Mais dans le semestre d'hiver, parce que chez eux, c'est été et hiver, dans le semestre d'hiver, tu auras une chambre. Et quand le semestre d'hiver commence, si le semestre d'hiver commence par exemple en octobre, un exemple, si ça commence en octobre, déjà en septembre, vers fin septembre, on t'envoie un message pour te dire que la chambre que vous avez demandé, vous avez droit à une chambre, tel numéro, tel lieu, on te donne toutes les informations. De sorte que déjà, quand on dit en octobre que vous devez rentrer, automatiquement, tu peux aller en chambre. Celui qui était dans la chambre, il sait qu'il doit plier le bagage. Il a déjà plié le bagage. Il n'y a pas de combat. Tu ne vas pas aller, puis vous allez aller, vous battre encore, ou lui dire sort pas, il faut que lui, il finisse d'abord ce qu'il a fait, il faut que toi, tu aies accès à la chambre. Ou bien, si tu ne fais pas attention, tu risques de squatter encore auprès de lui. C'est-à-dire, tu deviens le bras mort de la chambre, comme même que la chambre t'appartient, tu es obligé de venir te faire petit pour qu'il puisse te donner un petit coin pour dormir. Ça se passe ici dans nos cités. Mais là-bas, il n'y a pas ce problème. Parce qu'il y a un système qui est mis en place. Et il y a une gestion impeccable des choses en fait. Quand tu finis tes études, avant même que tu finisses tes études, là, le semestre où tu dois finir tes études, en début de semestre, tu reçois un message. Il te dit que ce semestre, à la fin, au plus tard, quand tu dois déposer la clé de la chambre de cité à tel endroit, il n'y a pas de débat. Tu ne laisses pas clé dans le porte. Tu ne vas pas casser porte parce qu'on t'a dit qu'il faut quitter la chambre. Tu ne vas pas violenter quelqu'un parce qu'on t'a dit qu'il faut quitter la chambre. Le moment arrive, tu vas déposer la clé où il faut déposer. Quelqu'un d'autre est censé. Et puis quand il s'en va là, exactement, tu as déposé l'autre sur les pages. Il n'y a pas de débat pour ça. S'il peut avoir un retard à cause d'une contrainte, toi, par exemple, tu es en déplacement, tu dois libérer la chambre alors que tu es en déplacement, tu ne vas pas là. Tu signales au gestionnaire. Tu dis, je suis en déplacement, je ne suis pas là. Pour que déjà, on puisse savoir que cet étudiant ne peut pas déposer la clé à temps. Mais tu dois montrer jusqu'à quand ta clé doit être là. Ça, c'est un contrat vraiment de voyage. Ou peut-être de maladie ou tu es hospitalisé, tu ne peux pas. À part ça, il n'y a pas de débat. Mais si la première fois, d'autres en dans ton chambre, l'ancien dit qu'il parle. Alors que toi, tu dois intégrer la chambre. Parfois, même déjà, le cours commence déjà à t'encaisser, alors que tu n'as même pas encore droit à la chambre. Parce que l'autre dort encore dedans. Et ça, c'est le problème. Souvent, les gens, en fait, les bases de données permettent une meilleure gestion, une meilleure vision, une meilleure traçabilité. Il y a beaucoup qui ne le font pas parce que ça fait sortir trop de choses. On se fatigue quand on interroge le système. Qui doit être là, qui ne doit pas être là? Le système va répondre. Si la base de données est bien constituée. Mais à cause des malgré qui se posent dans beaucoup de choses, les gens ne sont pas très prêts à pouvoir se mettre vraiment dans ce système-là. À part quelques structures qui essayent de rentrer. Parce que quand une base de données est mise en place, sa gestion est mise en place, tu ne peux pas venir truquer. Tu ne peux pas venir truquer. Ça a été coordonné, tout est là. Donc, tu vas venir truquer comment? Ce que tu demandes à la machine, c'est ce qu'elle va te dire. Donc, si tu veux truquer, c'est-à-dire aller depuis le début, aller changer les données là-bas. Or, pour pouvoir le faire, il faut une permission. Si c'est toi, le directeur que tu veux truquer, là, peut-être c'est facile. Si c'est toi qui as constitué ta base de données. Mais si ce n'est pas toi, quelqu'un comme cela ne peut pas quitter là-bas, venir truquer. Et ça permet une meilleure traçabilité des choses. Vous voyez? Les avantages qui sont là, même les cas d'enquête que nous complétons aujourd'hui. Regardez la durée de réception des cas de nationale.
Est-ce que ça, pour le moment, ça devrait être un problème? Ça ne devrait pas être un problème. S'il y avait une base de données système qui était mise en place, chaque fois qu'on va prendre les taxes, oui. Chaque fois qu'on va prendre les taxes nationales d'identité, on va faire les taxes nationales. On nous enregistre. Ordinateur, là, on nous enregistre, mais toutes ces données qu'on donne, toutes ces informations qu'on donne, on ne peut pas créer une base de données qu'on pouvoir l'exploiter. Et on ne va pas me dire que c'est des informations. Dans ce pays-là, on doit mettre en place ce nom. C'est les données de la lettre. Les vendeurs de galets. Tu constitues une qualité d'identité 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu n'as pas encore ta pièce nationale d'identité. C'est pas normal. C'est même pas normal. C'est la toute première pièce. À part ton extrait de naissance, le jour où tu es né, on l'établit. C'est la toute première pièce valable pour un individu qui vit dans un pays. Partout, tu vas partir, c'est ta carte d'identité qui peut t'identifier. Mais si tu mets du temps à avoir ces cartes, et pour combien de temps? Est-ce que, et quand tu t'en vas pour poser le problème, on ne peut même pas te répondre et dire c'est pas vrai. Ensuite, tout était centralisé et puis actualisé avec un système de données mis en place. Il suffit qu'on entre les données de l'individu, le nom de l'individu, bien, qu'on appelle une information, on lui donne un code. On suppose que chacun a un code dans sa carte de santé. On lui donne un code. On entre uniquement le code. On peut savoir si sa carte d'identité a été complètement ou bien il y a un blocage. Mais s'il y a un blocage, à quel niveau? Est-ce au niveau de l'extrait de naissance qu'il a fini? Est-ce au niveau des informations sur les parents qu'il a fini? Et là, il y a un blocage. Mais il n'y a rien. Et on est dans le néant. Tu es dans un pays qui n'a pas de pièce. La seule pièce que tu as, c'est chaque fois aller faire des attestations. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ça, normal, je suis désolée, mais ce n'est pas normal. Un pays qui se dit le pays qui suit dans le pays, c'est pas normal. Mais à ce au temps où on fréquentait là, c'était difficile qu'un étudiant même, tu vois l'ordinateur. Comment on voit l'ordinateur? Moi, on a l'école. C'est dans les fidèles. Et dans ce mec, ça combien de temps pour aller t'asseoir? Combien de mois tu l'écris à la main? Nous autres, on a écrit au mémoire à la main, maintenant c'est pas facile. Comme tu n'as pas d'ordinateur pour saisir, tu ne sais même pas saisir. Donc, on ne peut pas te prendre assez d'argent. Donc, tu t'arranges avec, qu'on appelle ça, le gérant, il te donne une heure où il est moins occupé, ou bien tu as quelqu'un qui sait saisir, qui est un peu outillé dans la saisie, il est assis à côté, tu es à côté, et puis tu dictes, comme dicter, et puis il est en train de faire les saisies tout bon. Parce que tu ne veux pas saisir. Tu n'as jamais touché l'ordinateur, tu n'as jamais eu un laptop. Tu vas faire comment? Donc, c'était très laborieux. Il finit de saisir, c'est maintenant il va venir faire la mise en forme. Là, tu regardes, non, ça va, je ne veux pas. Non, c'est comme ça. Pour pouvoir finir ton mémoire, je vous assure que c'est un parcours du combattant. Mais aujourd'hui, les ordinateurs sont à votre portée et je ne sais pas pourquoi vos mémoires traînent. C'est la question que parfois je me pose, pourquoi les étudiants n'arrivent pas à rentrer dans le délai de dépôt des mémoires. Alors, quand ton supérieur te dit, tu dois déposer ton mémoire à telle période, pour t'amuser à ne pas venir, c'est que tu ne vas pas soutenir. Parce qu'il a montré le délai, que tu as dépassé le délai, comme tu sais que tu ne peux pas soutenir. Tu ne peux même pas venir négocier. C'est que ces questions d'année prochaine, tu n'étais pas prêt, tu n'as pas envie. Malgré qu'on n'avait pas les ordinateurs, eux ont veillé dans les fidèles. Parce que tant que le monsieur qui saisit n'a pas encore eu le temps pour s'asseoir, pour dire, ou bien si c'est un ami qui doit te rendre ce service, il n'a pas le temps pour s'asseoir pour dire truc. Toi, tu vas, tu as assis ton document dans ta main, tu attends. Sinon, que je peux dire, tes brouillons sont dans ta main, tu attends. Nous autres, là, j'ai fait tout mon mémoire au brouillon. Que ce soit ma licence. Ça, on présentait un mémoire pour, qu'on appelle ça, la licence. Un mémoire pour la maîtrise. Et puis un mémoire pour le 2. Tous ces mémoires-là, le brouillon est là. Même pas encore mise en forme pour vous, comment mise en forme, mais c'est encore un brouillon même. Tu as écrit à la main, tu as fait même tes dessins même à la main. Tu as tous les données là, tu as fait ton tableau, tout, et puis tu as essayé de tracer. Avec le papier millimétré là, ou bien soit c'est pas papier millimétré, essaie de faire tes dessins là, mais maintenant tu viens. Donc quand le monsieur est là, maintenant vous suivez ensemble, et puis quand il va finir, il va faire mise au point. Tu vas prendre, il va te laisser ton ordinateur, et puis parfois même l'ordinateur même, il est fou. Mais tu vas t'arranger pour lire. Je me rappelle mes des anciens, tout ça, c'est qu'on donne à des problèmes.
C'est vrai, c'est ça qui est comme le problème. Parce que l'ordinateur, tu ne peux pas lire sur l'ordinateur, mais tu vas t'asseoir, prendre le temps de lire ce qu'il a écrit si c'est correct. Il va imprimer, tu vas prendre le temps de corriger tes fautes avant d'aller déposer. Moi, aujourd'hui, vous avez vos ordinateurs à vos portées, de sorte que même à tout moment, vous pouvez vous lever et puis faire la saisie. Et puis aujourd'hui, un étudiant qui arrive ici qui ne sait pas faire une saisie, c'est compliqué. Tu peux peut-être, pendant ton parcours, n'a pas eu d'ordinateur. Après ta licence, peut-être n'a pas eu d'ordinateur. Mais en maîtrise, tu peux pouvoir faire une saisie à cause de vos portables. Non, notre monde n'avait même pas portable. En maîtrise, tu n'a pas portable. Tu vas faire comment pour avoir ça? Pour avoir ça, c'est que tu as un parent nanti. Mais si tu n'as pas un parent nanti, que tu viens de très loin, un quartier pauvre, ou bien ta famille est pauvre, ton papa est planteur, ou bien ton papa s'est débrouillé dans la société, tu n'es pas seul à la maison, il va faire portable, toi et les autres. La scolarité des autres, il va faire comment? Tu choisis ta scolarité et puis le portable. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Tu sais que c'est ta scolarité. Donc, le portable, c'est autre chose. Moi, aujourd'hui, le portable, même un enfant de CM va te dire, non, moi, je veux le portable. Et nous, on ne connaissait pas ça. Licence maîtrise, il n'y en avait pas. Moi, j'ai pu poursuivre quand même mon propre portable, puis j'étais heureux, ça que j'ai appris. C'était parti à l'étranger pour ma thèse. Est-ce que j'ai pu m'acheter un portable pour manipuler? Quand j'étais ici, j'avais aussi un portable, mais je n'avais pas le portable que je voulais à un moment que je ne pouvais pas. C'est que j'avais une bourse, mais je ne pouvais pas. Vous voyez les portables en vend, pas les tactiles, avec les touches. Et puis, dans sa raison, tout le monde sait que ton portable sont là. Les Nokia, c'était des marques de portable pour nous. Tu ne peux même pas naviguer, tu ne peux pas aller sur Internet, tu ne peux pas dire, c'est-à-dire recevoir un appel, envoyer un message. Oui, il n'y a pas autre fonction que tu peux faire avec ce portable. Alors, vous, en année de maîtrise de c'était d'abord les sous-préfectures qu'on a fait. Mais où j'ai touché un portable où je pouvais rentrer, avoir une connexion, aller sur Internet, installer des fonctions. Ça m'intéresse. Ça, j'ai pas de. Vous voyez combien de temps. Donc, du coup, et même la saisie, les saisies, les trucs, là-bas, j'ai pu commencer à monter. Et là-bas, moi, on m'a donné l'ordinateur. Donc, du coup, chaque jour, j'apprends. Et ça leur faisait rire. Ça leur faisait rire dans mon bureau, ça leur faisait rire. Dans le bureau que je partageais avec les autres collègues, ça leur faisait rire. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui, en année de test, qui vient pour une test, ne peut pas faire des saisies. Mais c'était normal, je n'avais pas eu. Mais quand jusqu'à ce que je parte, je n'avais même pas les portes. Il n'y a pas comment même pour moi, j'ai pris les portes. Parce que ma bourse qu'on me donne là, il faut que j'ai autre chose. Il faut prendre pour pouvoir chercher à vivre. Prendre pour chercher, tu ne veux plus que fais si tu en mets en cité, ou à tout moment, tu dis sortir des chambres. En plein examen, fais si tu sortais des chambres, tu n'as pas le droit à dire que tu ne sors pas. En plein examen, tu es en train de bosser, fais si 10 personnes de boss, tout le monde va aller sortir descendre dans les rues pour aller marcher parce qu'il y a telle chose, ou bien tel camarade, fais si a été ton enfant. Tu n'as pas le choix, tu dois sortir parce que tu t'enfermes dans ta chambre. Ils ont su que tu es resté dans ta chambre, ils sont venus te trouver. Même ton papa même ne pourra pas te sauver. Ils avaient vraiment une liberté. Pas possible. Et même quand tu ne sors pas, il y a quelqu'un qui sort pas. Je ne sais pas comment. Non, c'est des services de renseignement vraiment. Je ne sais pas comment quelqu'un va leur dire qu'il y a telle personne qui est dans sa chambre qui n'est pas sortie. Si tu ne veux pas participer à la marche, sors, va dans famille. Il ne faut pas dire je vais me cacher en ça. Ils ont mis la nation. Il est foutu. Alors, on a eu beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, les choses deviennent plus simples, plus faciles. Et cela, vous n'avez pas de santé. Ayez le temps pour travailler. C'est important. Maintenant, la démarche de conception, on a vu le niveau conceptuel de modèle. On vient de voir le niveau logique. Dans le niveau logique, l'analyse logique représente le deuxième niveau pardonné dans la conception d'une base de données. Il convient de répondre à la question comment organiser. On a vu que vois-je,
Par rapport à l'environnement, maintenant, comment l'organiser? Pour la bonne gestion des données et le bon déroulement du fonctionnement de la base de données, comment il faut pouvoir l'organiser? Et dans ce domaine, on rentre directement dans le. Et la dernière phase qui nous conduira à la phase physique, qui répond à la question maintenant comment exprimer sa vie, l'implémentation de cette base. Comment exprimer toutes les données que j'ai mises dans ma base de données. Cette dernière phase répond au modèle physique. Et c'est cette phase en pratique dans un autre module en pratique. Sur ce, voici mon point. Je vous remercie. Il y a des questions? Dans l'activité, est-ce qu'on va faire une classe pour le paiement en espèces ou en chèque? Non, ce que dit l'exercice. La facture est payée à le paiement est établi soit par chèque, soit par. Et d'après les cas, c'est la sollicité de cette. Le paiement est fait soit par chèque, soit